Voilà, bon, ça va pas. Donc, eh bien, et ensuite on voit les solutions. Voilà, les solutions, c'est soit je reste avec mon tarin de travers et je me mets sur le bon profil pour que je suis beau, intelligent, intelligent. Si tu es blanc, si tu as une forte poitrine, tu ne m'intéresses pas. Eh bien, on trouve ensuite les solutions. C'est accepter les choses comme on est, comme elles sont. S'accepter comme on est, accepter les choses comme elles sont, voir ce qu'on peut changer et accepter ce qu'on ne peut pas changer. Donc il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et puis entre les deux, il y a des choses qu'on peut à moitié changer, à moitié pas changer. Mais en tout cas, il faut 1, poser les faits, 2, en rire, parce que ça va mieux quand on rit, et 3, eh bien, essayer de mettre en place ce qu'on appelle les moyens à dire. Alors toi, tu es Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timuim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Ante, Apuangue, no Ante, força, Apuangue, esperança, Tiri, é a força e a razão. Força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti. Oh, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito. Resistir para existir. T'es un punk à chien. Ça a été, ouais, ça arrivé dans ma vie. J'avais pas de chien, mais j'avais beaucoup d'amis punk à chien dans la rue. Alors tu étais un punk, pas un chien. Ouais, voilà. Et t'avais été lycée, t'avais une crête. J'avais une crête que je devais bien placer pour la semaine dans la marine. J'étais un peu schizophrène. C'est-à-dire que la semaine t'étais à la marine et le week-end tu faisais la manche dans la rue avec une crête. Il y avait un peu ça, ouais, avec une bière à la main. Trop dissociatif d'identité. Alors, votre mère était comment avec les épingles à linge? Je vais faire le docteur Freud. Voilà. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, la psychanalyse c'est très dangereux parce qu'on va descendre dans les mémoires. C'est pas une mauvaise chose de descendre dans ces traumatismes, de les regarder en face, ça permet de savoir ce qui s'est passé. Mais c'est pas parce qu'on a vidé la fosse septique à l'intérieur de la piscine, c'est pas parce qu'on a vidé la poubelle à l'intérieur de la table, sur la table de la cuisine qu'on va mieux. Généralement, la psychanalyse, elle sert juste à savoir ce qui ne va pas. Puis une fois que vous savez ce qui ne va pas, on vous dit que vous êtes guéri. Dans le bouddhisme, on va beaucoup plus loin. On va quelquefois, d'abord, on identifie le Bouddha en soi. Ça évite les heures et les heures et les heures à se victimiser. Hein. On se sent responsable de ce qui nous est arrivé. On est co-acteur. Dans le bouddhisme, on n'est pas dans le triangle de Karpman. Hein. On n'est pas victime, bourreau, sauveur. On est son propre bourreau, sa propre victime et son propre sauveur. Et donc, ça permet, en allant d'aller vers notre Natubula, de déblayer tous les traumatismes. Mais quelquefois, on est obligé d'aller dans le traumatisme. Voilà. Donc, Nicolas, j'ai dû le ramener dans son traumatisme. Je lui ai acheté du gel pour se faire une crête qui raye les murs. On lui a trouvé un chien qui s'appelle Blackie. Voilà. Et on lui a trouvé une fille des rues qui s'appelle Maria. Merci. Non, je blague évidemment. C'est toujours dans la caricature et le rire, c'est pour vous faire rire. Alors, ensuite, donc, tu es allé à l'armée, ouais. Donc là, tu mettais une camisole. Ouais, une camisole chimique. Ouais. Aussi chimique Tu prenais des médicaments Non, tu veux dire quand j'étais dans l'armée? Oui. Bah, il y a la camisole déjà de la promesse qu'on fait à l'entrée, donc
Servir l'État. De servir l'État, valeur, patrie, honneur, discipline. Hein, La nation. La nation. La grande nation, Marie de Fourreux. Et puis pas droit d'avoir de point de vue politique et ni religieux, donc bien rester au pied du système sans forcément avoir de la liberté spirituelle. C'est-à-dire que le week-end, tu étais un loup des rues, mais la semaine, quand tu travaillais, tu étais un chien du système. Un chien du système, exactement. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Une dissociation et donc un stage à l'hôpital pour me remettre dans l'axe. Donc quand l'armée vous diagnostique fou et vous réforme, c'est que vous êtes en bonne santé mentale. Parce que pour rester, il faut vraiment avoir une case en moins. Voilà. On est d'accord sur exactement. Voilà. Ça va finir un coup de bombe nucléaire. C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui des champignons. C'est une bonne forme. Ouais. Alors le champignon, il y a deux sortes de champignons. Il y a le champignon extérieur, c'est quand on a tout détruit et que la vie n'est pas possible. C'est Tchernobyl, c'est Hiroshima, Nagasaki. Puis il y a le champignon intérieur, c'est quand la vie intérieure n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de traumatisme, etc. On va complètement vers sa nature Bouddha. Et là, on vit une espèce d'explosion atomique intérieure, une espèce d'état de conscience. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, on va utiliser des instruments comme ceci. Ça, c'est un mélange de 7 herbes des indigènes qui permet de protéger notre système vagal et notre système pulmonaire. Pneumo, c'est le nerf pneumogastrique. Or, ce nerf pneumogastrique, il forme une espèce de croix. Et en haut de cette croix, il y a le claustrum. Il y a cette glande pinéale. Alors, cette glande pinéale, elle émet une hormone. Cette hormone, elle descend le long de notre colonne vertébrale vers le testicule. Si vous éjaculez, vous allez avoir un enfant extérieur. Et si vous éjaculez à l'intérieur, ou l'intérêt de la rétention du sémen, eh bien, cette hormone, elle va remonter vers votre glande pinéale et vous allez avoir un enfantement intérieur. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va renaître ou naître à l'intérieur de vous. C'est pas Pascal Trifingui qui l'invente, ni le lama Punkachien, ni le lama Tartampion, ni le lama Zerati qui va très vite et qui n'a plus de permis de conduire. C'est tout simplement Jésus qui dit que le royaume des cieux, il ressemble à un grain de sénévé, c'est la plus petite des graines, c'est notre coccyx. À l'intérieur, il y a cette essence qui est concentrée. Et lorsque cette essence neurale qui descend de la glande pinéale va toucher notre coccyx, eh bien cette essence, elle va remonter à l'intérieur de nous, elle va purifier tous nos centres subtils. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec des ondes, des mémoires, des os et Dieu sait quoi encore. Et on ne joue pas avec la mémoire des os. Et sinon, c'est de la flûte. Voilà. Et donc, ça va remonter. Et quand cette hormone va remonter vers votre glande pinéale, eh bien, elle va vous donner une expansion de conscience. Et là, vous allez avoir une connexion totale avec Dieu ou avec votre nature Bouddha, en tout cas avec les différents univers. Mycélium cosmique. Ouais, c'est un genre de mycélium, parce qu'on va beaucoup parler champignons. On n'en a pas fumé, on vous garantit, on n'a rien pris aujourd'hui. C'est pas le cas tous les jours. De temps en temps, on prend du râpé, de temps en temps, on prend de la ayahuasca. Pourquoi ? Bien parce qu'on est en thérapie. Moi, je suis aussi en thérapie. J'ai fait une thérapie avec Nicolas. J'ai fait les trames avec Nicolas et les circuits de conscience. Et Nicolas est en thérapie avec moi. Donc on est dans une communauté spirituelle et on s'aide les uns les autres, on se soigne les uns les autres. Chez nous, il n'y a pas de hiérarchie. Ouais, c'est la Shanga, il n'y a pas de hiérarchie chez nous. En haut, il y a le Bouddha qui est notre modèle et les 120 000 êtres réalisés, dont le prophète Mohammed. Et nous, on essaye d'avancer sur le chemin qu'ils ont tracé devant nous pour sortir de l'égoïsme, de l'orgueil, de la cupidité, de l'inquiétude, de la copulation, de la procréation forcenée ou assistée médicalement. C'est terrible. Voilà. Ils ne pensent plus, alors ils ne baissent plus, d'enfants. Voilà. Donc il faut tout faire artificiellement maintenant. Il faut tout assister médicalement maintenant, même la pensée. La pensée maintenant est assistée médicalement par une intelligence artificielle. Et donc, dans ce processus-là, eh bien, on a des expériences d'expansion de conscience. Et donc, on est parti un peu sur cette vidéo aujourd'hui à cause d'une vidéo de Russe. Une vidéo d'une Russe qui s'appelait « Lénine est-il un champignon ?» Très intéressant.
Alors on nous explique à travers deux émissions. Une émission de la BBC qui a été diffusée aux Pays-Bas. En fait, c'est une émission des Pays-Bas qui a été coproduite par la BBC et sur un chercheur anglais. Et l'autre, c'est un intellectuel et artiste russe qui, en 1991, a fait une émission qui s'appelle « Lénine était-il un champignon ?» Et il nous explique qu'à l'origine, le symbole du Parti communiste, c'était un couteau et un champignon qui ont été remplacés par un marteau et une fossile. Et il nous raconte toute l'expérience hallucinogène de Lénine, puisque Lénine était un grand amateur de champignons. On le voit tout le temps avec un gamin et au sommet d'un blindé. On s'est aperçu que la Manitouche faisait un mycélium qui avait la forme du blindé, et que le petit garçon qui était avec lui était celui qui, le petit champignon, était celui qui lui montrait les coins à champignons. Et Lénine était complètement intoxiqué par les champignons. Il était en état hallucinatoire, voilà, avec son champignon hallucinogène. Et donc, quand on a une expérience mystique, on peut avoir des rêves grandiloquents. C'est le cas de Gengis Khan, de Jules César, d'Alexandre le Grand. Ils veulent un gouvernement mondial et ils veulent être à la tête du gouvernement mondial et ils veulent organiser des religions, ils veulent organiser des armées, ils veulent organiser des banques, ils veulent organiser l'économie, ils veulent même modifier la nature, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Vous allez tous être des transsexuels et des transhumains, c'est-à-dire ils vont même vous modifier vos gènes si on les laisse faire. Ils sont vraiment sans gènes. Un peu comme les plantes sauvages qui détruisent tout sur leur passage. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit la tradition juive ? La tradition juive, elle nous dit que après le déluge, il y a deux personnages qui ont vraiment merdé. On retrouve ça chez les Sumériens, avec Gilgamesh. Le frère de Noé, c'était un néandertalien. Il était con comme une buse, c'était Réré du Quanon. Voilà. Donc, il ne savait pas qui il était. Et puis, il fallait qu'on décide à sa place. Et quand on le laissait tout seul, eh bien, il était extrêmement brutal, extrêmement violent. Et Noé a caché l'existence de son frère. Ça, c'est les rabbins qui nous disent dans la Torah, mais c'est en filigrane dans l'histoire de Gilgamesh et dans la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, un jour, Noé, il avait pris un peu de vin avec des champignons à l'intérieur. Et puis, il a eu une alu. Il s'est mis à poil. Et ça fera plaisir à la psychotronique luxembourgeoise que Noé se soit mis à poil et dit la vérité. Salut les zombies. Et puis ils sont toujours dans l'antibiblisme permanent, dans le moindre détail. C'est du satanisme à l'état pur. Et donc je vous raconterai une autre fois les petits jeux psychologiques à l'intérieur de la prison de Schrassich. Voilà. Et les méthodes de travail de la soi-disant police, du soi-disant État luxembourgeois. Et donc, Noé s'est mis à raconter des histoires épouvantables sur l'histoire de l'humanité et sur son identité. Et son petit-fils Canaan, qui avait hérité des gènes de son oncle, des gènes néandertaliens, ça l'a tellement emmerdé ce qu'a dit Noé, il s'est tellement senti rabaissé et avoir un mauvais destin programmé qu'il a décidé de sodomiser son grand-père et avec son père Charles, ils l'ont coupé les testicules. Voilà. Pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'autres humanités, que l'humanité s'arrêterait. Et la Bible nous dit qu'il y a une variété d'êtres humains qui est une sorte de champignon. En fait. Voilà. Et on va voir maintenant pourquoi. Je crois qu'il y a une humanité champignon. Une humanité qui mange beaucoup de champignons. Il y a une humanité qui a beaucoup mangé de champignons. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est sérieux, hein, c'est pas une blague. Alors, moi, je suis un généraliste. Pour les détails, ça sera docteur Nicolas. Nicolas, tu vas nous dire grande vérité sur origine Lénine. Alors, Lénine était-il un champignon et une onde radio ? C'était la question de l'émission russe. Lénine était-il un champignon et une onde radio ? En réalité, vous l'avez vu dans le sous-titre de l'émission, l'analogie, elle est claire. Lorsqu'on regarde intensément un objet, et qu'on va regarder ailleurs, vous avez une persistance rétinienne. Lorsque vous allez entendre une musique longtemps, vous allez avoir une persistance auditive. Quand vous allez manger beaucoup d'un aliment, ou quand vous allez avoir une allergie à un aliment, vous allez avoir une persistance au niveau du goût, et ainsi pour chacun des sens.
L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre d'êtres humains qui sont autour de nous, qui ne sont pas des êtres humains de maintenant. Ils sont des persistances d'une humanité qui a disparu. Et cette humanité qui a disparu, il y en a plusieurs. Il y a les hommes de Flores, les Dénosiviens, on en découvre assez régulièrement de nouvelles humanités, mais surtout les Néandertaliens. Et quand on a retrouvé des tombes de Néandertaliens et des dents de Néandertaliens, c'est gros, une dent de Néandertalien, ils faisaient jusque 2,50 m, 3 mètres, c'est costaud les Néandertaliens. Et donc on s'est aperçu eh bien, qu'ils utilisaient de la pénicilline, qu'ils obtenaient en faisant pourrir des végétaux, qu'ils prenaient du peuplier pour faire eh bien, de l'aspirine, et puis surtout qu'ils avaient le corps qui était imprégné de stupéfiants, et en particulier d'un produit, d'une substance qui vient de l'anamite tumouche. La psilocybine. La Psilocybine. à tes souhaits. Donc voilà, donc il y avait cette substance, et que cette substance, elle a induit chez les Néandertaliens un certain nombre de conséquences. D'abord, ils étaient très peu fertiles. Au bout de 400 000 ans, ils étaient 50 000. Donc en matière de reproduction, c'était opération gérée à la quéquette molle. Et c'était aussi des micro-pénis. Et donc, ils avaient un système immunitaire très faible, qui était lié à la vie dans les grottes, à l'usage de ces champignons. Ils étaient très souvent malades, ils soignaient beaucoup avec beaucoup de médicaments, donc ils épousaient plutôt des pharmaciennes, genre Mimi présidente. Et puis, ils étaient très menteurs, très dans la fabulation. Ils étaient dans l'appropriation illégitime, ils se volaient les uns les autres, c'était le pugilat permanent, hein, et surtout ils étaient assassins et cannibales. Donc il y avait un très haut niveau de criminalité. Or, lorsqu'on a étudié les gènes de Néandertaliens, on s'est aperçu qu'ils étaient incestueux, qu'ils étaient pédophiles, qu'ils étaient cannibales, qu'ils étaient bourrés de drogue, et que c'était très certainement des affabulateurs complets. Donc ils passaient des longues soirées dans la grotte au coin du feu à raconter des conneries, et ensuite, eh bien, une fois qu'ils en avaient un coup dans le nez avec les champignons hallucinogènes, ils baisaient les petites jeunes, en particulier leurs filles. Voilà. Donc Solène en prend plein le machin, c'est pas nouveau, c'était déjà. Et ce qui est inquiétant, c'est que chez certaines personnes, il y a jusque 8% d'ADN néandertalien. Et lorsqu'on regarde les chiffres de la criminalité, moi, je m'étais intéressé à la famille Pedowski. Il y en a encore un qui est parti en prison pour viol et assassinat. C'est vraiment une famille qui est décorée toute catégorie de criminalité. On en a compté, il y a environ 640 criminels. Depuis 100 ans, on a recensé 640 criminels à l'intérieur de cette famille. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une programmation génétique à la criminalité. Et on s'aperçoit qu'il y a un lien entre le pourcentage de gènes néandertaliens et les sociopathologies, la schizophrénie, les déficits d'immunité, la sociopathie en règle générale, la mythomanie, le vol, l'appropriation illégitime, les meurtres et même le cannibalisme. Si vous avez 8% de gènes néandertaliens, c'est le record. En règle générale, en Europe, ça va autour de 3,5 à 4%. 8%, c'est certaines peuplades en Chine. Eh bien, vous avez forte chance d'être un menteur, un voleur et un assassin. Vous êtes génétiquement programmé à ça. Donc cette humanité, normalement, elle n'existe plus. Mais elle existe de manière fantôme à l'intérieur de certaines personnes. Et quand vous trouvez une personne qui a tendance à mentir, tendance à voler et tendance à commettre des crimes, voire à être cannibale, le cannibalisme à notre époque, eh bien, c'est le darwinisme social, hein, c'est la compétition économique, eh bien, il y a de fortes chances que vous trouviez des gens qui ont des gènes néandertaliens. Or, qui a le plus de gènes néandertaliens parmi nos contemporains? Eh bien, c'est les Caucasiens. Les Caucasiens sont les gens qui ont le plus de gènes néandertaliens. Et chez les Caucasiens, on compte les Cananéens, donc ceux qui sont maudits dans la Bible, on compte les Turcs, les Mongols, les Ouïghours et les Khazars. Et donc, tant que les Khazars sont des bons juifs qui pratiquent bien la Torah, ils ont peur de Dieu, ils veulent tout faire bien selon la loi, ils ont une trouille
bleu de Dieu. Ils sont tout le temps en train de négocier avec Dieu parce qu'ils savent que ça va leur tomber dessus. Il faut absolument respecter la Torah, le Talmud, jusqu'à savoir combien de fois vous allez ouvrir un paquet de Kleenex dans le week-end. Il y a une obsession par rapport à la loi et au châtiment divin. Ils savent que ça va leur tomber dessus, donc ils prennent leurs précautions. Ça donne du légalisme, du juridisme, du littéralisme, etc. Mais en tout cas, ça reste des personnes morales. Moi, j'ai eu plein d'amis ashkénazes qui étaient des gens très bien. Par contre, le problème, c'est quand ces gens-là se déjudéisent et qui retournent à leur ethnicité. Alors qu'on a des cas de gens qui ont beaucoup de gènes néandertaliens qui retournent à leur ethnicité et qui font des horreurs. Les Turcs. Tant qu'ils ont pratiqué l'islam, eh bien, ils ont pratiqué l'islam, ils étaient moraux, ils ont recueilli les juifs, ils les ont protégés, ils protégeaient les chrétiens, ils protégeaient les lieux saints, etc. Tout allait bien. Le jour où les Turcs se sont désislamisés, avec Atatürk, qui était franc-maçon pour Grand Orient de Turquie et payé par la famille des Rastapopoulos, eh bien, immédiatement, la première chose qu'il fait, c'est un génocide et il tue 1 million de chrétiens arméniens. Pareil en Allemagne, on remarque que toutes les personnes qui sont liées à l'Allemagne nazie, aux nazis, sont aussi liées au sionisme. Le sionisme, c'est un programme de déjudaïsation. Il faut abandonner le judaïsme pour une autre religion si on est en Europe, ou pour la laïcité si on part en Israël. Donc je ne parle pas de l'État d'Israël actuel, je parle de l'État d'Israël dans le sionisme de Théodore Herzl. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est l'État d'Israël maintenant, qui est un État de droit international, etc. Il n'y a pas de problème avec moi sur l'État d'Israël. Je parle du sionisme en tant qu'idéologie. Et on s'aperçoit que ces gens-là, eh bien, ils se sont mis à commettre des massacres et que sionistes et nazis ont organisé ensemble la Shoah. On en a la preuve, c'est l'accord de transfert signé par la Banque de Londres qui appartient à la famille Rastapopoulos.